Alors, donc, je vais vous parler de résilience, vulnérabilité, robustesse et capacité d'adaptation des systèmes agricoles en climat tempéré. Et comme ça a été introduit, ce que je vais vous raconter, c'est issu très, très majoritairement du travail de thèse de Manon Dardonville, donc, qui a fait une thèse entre 2018 et 2021. Manon étant toujours dans le périmètre de la recherche, elle est maintenant dans une start-up qui est une spin-off de notre laboratoire. Ne pas hésiter à revenir vers Manon si vous avez des questions auxquelles je ne saurais pas répondre, et puis si vous avez envie de discuter avec elle de son travail. Alors, pour bien reposer le contexte, il me semble qu'il est important de faire une différence que j'ai faite quand je me suis présenté. C'est que d'un côté, on a beaucoup de travaux sur la durabilité environnementale, économique et sociale, où en fait, on a l'habitude de mettre en œuvre des approches multicritères et l'attention est portée sur le niveau des performances à atteindre et on utilise des indicateurs que moi je qualifie de statiques, qui sont des indicateurs de niveau, alors moyen ou instantané, de performance. Et vous les connaissez classiquement, hein, et là je vous ai mis une illustration du système MASC, et donc on va avoir un certain nombre d'indicateurs économiques, sociaux, environnementaux, et on va estimer ou pas, par rapport à une vision normative par exemple, dans quelle mesure on est durable ou pas. Et là, on regarde un niveau de performance. Et puis à côté de ça, il y a des travaux d'une autre nature qui, eux, vont s'intéresser à la dynamique de cette performance dans le temps. Alors, soit ils vont la regarder en termes de variabilité, par exemple, une trajectoire de performance, une variabilité de performance au fil du temps, soit ils vont la regarder suite à une perturbation. Donc, ils vont regarder les effets d'une perturbation sur cette performance. La performance, ça peut être le rendement, ça peut être la marge brute, la marge semi-nette ou toute autre performance. Et donc là, on a un regard sur la dynamique et on va avoir des concepts comme la résistance, la récupération, l'adaptation et bien sûr des concepts plus génériques dont on va reparler comme la résilience, la vulnérabilité. Et là, du coup, on va utiliser des indicateurs de variabilité ou de tendance dont vous avez des illustrations à droite. Et donc, ce dont on va parler, c'est cette approche complémentaire qui est l'analyse de la dynamique des performances au fil du temps. Alors, pour conduire cette analyse, il y a des grands cadres conceptuels qui ont été élaborés au fur et à mesure du temps, grosso modo depuis les années 70, avec le papier de Holling, très connu, de 1973 sur la résilience, mais les travaux aussi sur la stabilité, et ainsi de suite. Donc là, vous voyez, j'ai retenu 5 grands concepts à partir de la littérature. Un concept qui est très utilisé en écologie, surtout, pas obligatoirement beaucoup en agronomie, même s'il est utilisé quand on s'intéresse au rendement, c'est le concept de stabilité qui renvoie à une notion de constance d'une fonction écologique, la fonction écologique pouvant être la production de biomasse. Et donc, je vais plutôt pas m'attarder beaucoup sur ce concept, même si on pourra y revenir, parce que c'est un concept qui est vraiment un concept plutôt d'écologue. Et si vous voulez avoir une revue de littérature sur cette question de la stabilité, il y a un très bon papier de Donohue qui fait une revue des travaux sur la stabilité en écologie. Et puis, il y a 3 autres concepts qui, eux, sont plus généraux, utilisés aussi bien pour traiter de la dynamique des performances d'écosystèmes, d'agro-écosystèmes ou de socio-écosystèmes. Ce sont les 3 concepts très connus de vulnérabilité, de robustesse et de résilience. Alors, même si ces 3 concepts donnent lieu à de multiples définitions et sont très polysémiques, on peut quand même leur attacher une définition un peu majeure, on va dire, c'est ce que j'ai essayé de faire là. Donc, pour la vulnérabilité, qui est un concept très utilisé dans le cadre des travaux du GIEC, par exemple, on voit souvent le fait que la vulnérabilité, elle se détermine en fonction de 3 composantes. Une composante qui est l'exposition aux perturbations, par exemple climatiques, une composante qui est la sensibilité du système à cette perturbation, et une composante qui est la capacité d'adaptation. Pour la robustesse, on va plutôt être sur quelque chose qui est relatif à la résistance et à la flexibilité, qui renvoie aussi au concept d'adaptation face à une perturbation. Mais on est aussi sur un concept qui renvoie à l'idée qu'on cherche des variétés végétales, des génotypes animaux
qui permettent de fournir un niveau de production relativement constant dans une diversité de conditions environnementales. Et puis, on a le concept de résilience, qui est sûrement un des concepts les plus utilisés, mais aussi les plus polysémiques. Et là, on va avoir l'idée de maintenir, de conserver soit la structure, soit une ou des fonctions, soit l'identité du système face à une ou plusieurs perturbations. Et là, on va avoir des concepts du type résistance, récupération, adaptation. Donc, ces trois concepts, vulnérabilité, robustesse, résilience, j'utiliserai le sigle VRR quand je ne veux pas les différencier par la suite. Puis, on a un autre concept clé qui est la capacité d'adaptation. Et cette capacité d'adaptation, c'est à la fois un critère ou un concept qui est utilisé pour parler de la dynamique des performances des socio-agro-écosystèmes, mais c'est souvent aussi une composante des autres cadres d'analyse que j'ai cités avant. Et c'est vrai pour les trois, c'est-à-dire c'est vrai pour la vulnérabilité, c'est vrai pour la robustesse et c'est vrai pour la résilience. Alors, il y a de nombreuses manières de définir ces concepts. Et là, vous avez deux schématisations de deux conceptualisations de la résilience. Une première qui est propre à l'agriculture et qui est le cadre conceptuel développé par Mewissem et collègues et qui commence à diffuser, on va dire, puisque c'est issu d'un gros projet européen, et où il considère que la résilience, on peut la définir suivant trois grandes composantes. Une composante de robustesse, telle que je vous l'ai définie avant, une composante d'adaptation, là aussi telle que je l'ai définie avant, et une composante de transformation, où là, on va plus loin que l'adaptation et où on accepte que le système puisse modifier sa structure, voire même modifier ses fonctions à partir du moment où il conserve une certaine identité. Et donc, on voit que là, il y a dans la résilience le concept de robustesse et le concept d'adaptation. Et ce concept de transformation qui n'est pas toujours embarqué tel que représenté ici. Et puis, dans la définition de Grafton et collègues de la résilience, on voit apparaître le concept de robustesse. Donc, c'est cette idée qu'on va chercher à avoir un système qui a une faible variabilité des performances. Puis, on voit apparaître les deux concepts clés de la résilience qui viennent un peu de la théorie séminale d'Holling. Le concept de résistance, donc dans quelle mesure le système va résister au choc, c'est la flèche verticale. Et puis le concept de récupération, donc recovery. Alors time ou ratio, ça dépend de l'indicateur qu'on utilise. Et là, c'est le temps que le système va mettre à récupérer son niveau de performance initiale. Et donc, c'est la flèche horizontale. Alors, de nombreux auteurs font le constat que ces cadres conceptuels, ils sont recouvrants les uns par rapport aux autres, souvent ambigus, et il y a eu plusieurs travaux qui ont essayé de les positionner les uns par rapport aux autres. Donc, je vous ai mis un schéma dans lequel je ne vais pas rentrer, qui a essayé de faire cet exercice. Ce n'est pas toujours très convaincant de mon point de vue, et on peut quand même faire le constat que malgré les nombreux papiers qui ont traité de ces différents concepts, qui ont essayé de clarifier leur épistémologie, les multiples définitions, ainsi de suite, on a quand même des difficultés à bien les positionner les uns par rapport aux autres. Et je vous ai mis là, par exemple, deux références sur la résilience. Un auteur qui considère que la résilience, c'est un cluster de concepts mollement définis, et puis un autre auteur, et pas des moindres, qui considère que c'est une collection d'idées. Donc, on voit que ce n'est pas obligatoirement si évident que ça de clarifier le positionnement relatif des différents concepts que j'ai présentés. Par contre, on a une très forte dynamique de publication, aussi bien sur des cadres conceptuels, alors depuis longtemps et toujours actuellement, on a régulièrement des papiers sur les cadres conceptuels de la vulnérabilité, de la résilience, de la robustesse et ainsi de suite. Il en est sorti encore là dernièrement. Je suis toujours surpris qu'on puisse encore écrire là-dessus, vu le nombre de papiers qu'il y a eu. Et on a une dynamique de travaux qui cherchent à opérationnaliser ces cadres conceptuels
même si plusieurs auteurs pointent le fait qu'il y a beaucoup de concepts, mais pas tant de méthodes opérationnelles, et qu'on est quand même en recherche d'opérationnalisation de ces cadres conceptuels. Et en agronomie, tout particulièrement, là, depuis, on va dire, une dizaine d'années, il y a plusieurs auteurs qui se sont lancés dans cette opérationnalisation, dont un auteur que vous connaissez bien et qui a bien marqué la communauté, c'est Guillaume Martin, à Toulouse, avec une proposition d'une méthodologie pour évaluer la résilience au travers de 3 critères de dynamique qui sont le niveau de performance, la variabilité de ce niveau autour de la tendance et la tendance de cette performance. Alors, si on regarde comment les auteurs ont cherché à opérationnaliser ces concepts, on a 2 grandes approches qui se déploient actuellement. Une première approche qui part de l'idée qu'on connaît les propriétés ou les caractéristiques des systèmes qui déterminent la résilience, la vulnérabilité, la robustesse. Alors là, il y a 3 grands papiers pour moi, ou 3 grands travaux qui ont un peu balisé ces propriétés qui seraient les déterminants de la VRR. Il y a le papier de Cabel et Olof qui est très connu, qui propose 13 indicateurs, aussi bien écologiques que sociaux, pour caractériser les systèmes et en inférer dans quelle mesure ils sont a priori résilients ou peu vulnérables. Il y a aussi le travail remarquable que j'utilise beaucoup depuis plus de 10 ans maintenant de Bix et collègues qui ont fait une revue de littérature à la fois académique et grise et qui ont organisé un gros workshop d'experts pour identifier 6 propriétés des systèmes, des agroécosystèmes, enfin des socio-écosystèmes, pardon, qui permettrait la résilience des services écosystémiques. Mais finalement, quand on regarde le papier, on se rend compte que c'est la résilience des socio-écosystèmes en général. Et puis, il y a aussi, bien sûr, le groupe Resilience Alliance qui a identifié 5 grandes propriétés qui déterminent cette résilience. Alors, quand on regarde ces 3 approches-là, mais les autres sont dans le même cadre, on va dire, ou dans la même logique, il pointe une chose importante, c'est qu'il faut s'intéresser à la fois à la dimension écologique et à la fois à la dimension sociale. Et dans la plupart de ces approches, les indicateurs sont appliqués de manière équilibrée sur ces 2 dimensions-là, voire même dans Bix et dans Resilience Alliance, c'est les mêmes indicateurs qui sont utilisés pour qualifier le système écologique et le système social. Donc, on va considérer que la diversité, alors aussi bien taxonomique que fonctionnelle que de réponse, est importante. On va considérer que la redondance est importante, que la connectivité et que les feedbacks sont importants, que la modularité du système, c'est-à-dire le fait qu'il soit décomposé en sous-systèmes, est importante. Et on va avoir l'idée que les stocks, que Bix appelle variables à temps de réponse long, sont aussi très importants. Alors, tout ça, c'est des concepts très intéressants. Il y a beaucoup de choses qui ont été transférées de l'écologie. Ceci dit, on peut se poser des questions sur la généricité et la pertinence de ces propriétés pour tous les systèmes et entre autres pour les agroécosystèmes qui ont des particularités par rapport aux écosystèmes. Je ne vais pas y revenir puisque vous êtes tous très conscients que les agroécosystèmes comme systèmes pilotés peuvent être assez différents dans leur comportement que les écosystèmes. Donc ça, c'est une première approche. Et une deuxième approche qui, elle, part plutôt de l'analyse quantitative de la dynamique d'une performance ou plusieurs performances d'un système. Et pour ça, donc, va utiliser des données observées ou des données simulées. Et elle va utiliser des critères mathématiques de dynamique, donc que j'appellerai critères de dynamique, qui peuvent être, vous en avez des illustrations en bas là, donc par exemple la tendance qui est la droite jaune, la variabilité autour de la tendance sont les petits segments verticaux et qui peut être aussi le recovery time dont j'ai parlé, donc le temps de récupération ou la résistance, donc la double flèche orange ou la double flèche bleue. Alors, à la suite de mon exposé, je vais me concentrer sur ce deuxième type de travaux, puisque les premiers sont assez bien balisés.
et que c'est plutôt sur les deuxièmes qu'on se pose des questions sur, mais finalement, on en est où, et qui est-ce qui a travaillé là-dessus, et quelles sont les méthodes qui permettent d'analyser la dynamique des performances des systèmes. Donc, on s'est, avec Manon, lancé dans une revue systématique de la littérature pour essayer de mieux comprendre l'état des travaux sur la VRR des systèmes agricoles. Et on s'est concentré sur les systèmes tempérés. Alors, pourquoi que les systèmes tempérés? C'est qu'on a fait l'hypothèse, que d'autres font aussi, que si on voulait avoir une bonne compréhension des déterminants de la VRR, il fallait se concentrer sur des systèmes qui ne soient pas trop variables d'un point de vue écologique. Et donc, on a resserré le champ d'analyse sur les systèmes tempérés. Notre objectif, c'était de produire des cadres conceptuels, enfin d'identifier, les cadres conceptuels et les méthodes d'évaluation de la VRR qui sont mises en œuvre pour traiter de la dynamique des performances des systèmes agricoles. Les objets d'étude, sur quel type de système agricole les travaux sont faits, et puis quel type de déterminants ou facteurs de VRR sont testés. Et puis essayer de baliser un peu l'état des connaissances disponibles sur les facteurs explicatifs. Et vous verrez qu'on s'est concentré sur deux grands facteurs qui sont les deux plus étudiés, la diversité et l'intensification, c'est-à-dire l'intensité d'utilisation des intrants. Alors, on a fait une revue systématique classique, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, donc une requête en Web of Science avec des mots-clés pour décrire tous les systèmes agricoles, des mots-clés pour décrire les cadres conceptuels que l'on voulait attraper, donc vulnérabilité, résilience, robustesse, capacité d'adaptation, et puis des mots-clés relatifs à l'évaluation. On n'a pas borné dans le temps, donc les premiers travaux sont. Enfin, le temps d'analyse, pour la période d'analyse, pardon, c'est 2056-2018. Alors au début, c'était 2018 parce que c'était le démarrage de la thèse, et c'est à ce moment-là que la requête a été faite. Et pour le deuxième papier que je vais présenter en premier, les reviewers nous ont obligés à mettre à jour notre base de requête, puisque le temps entre le moment où l'analyse a été faite, le moment où les papiers ont été rédigés et le moment où ils ont été soumis, il y avait déjà eu une année et demie qui s'était passée. Et donc, vous voyez que quand on a fait la première requête, on a obtenu 37 articles après tout le processus d'analyse. Vous voyez peut-être qu'on part de 12 125 papiers qui sont issus de la requête initiale, puis après sélection, on tombe sur 37 articles. Donc, quelque part, on confirmait une hypothèse qu'on avait, c'est qu'il n'y avait pas tant de travaux sur l'évaluation quantitative de la VRR des systèmes agricoles. Et puis quand on a mis à jour, on savait que c'était une montée en puissance, mais vous voyez que la montée en puissance, elle est très forte, puisque en moins de 2 ans, il y a eu 16 articles qui ont été rajoutés par rapport aux 37 précédemment identifiés. Donc, le papier, vous l'avez à droite, hein, c'est dans le Journal of Cleaner Production. Et puis, si vous voulez vraiment rentrer dans le détail des résultats, vous pouvez directement aller dans ce papier. Donc, on s'est attaché à commencer par regarder quels étaient les concepts qui sont utilisés. Et donc, vous voyez là les différents concepts et les différentes combinaisons de concepts. Donc vulnérabilité, résilience, robustesse, mais on a aussi identifié quand ils utilisaient la stabilité, la sustainability, c'est-à-dire on pourrait traduire par durabilité, et la résistance. Alors, grosso modo, ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a des combinaisons de concepts, qu'à peu près tous les concepts peuvent être combinés ensemble. Ceci dit, il y a quand même un pool de travaux qui parle plutôt de vulnérabilité, combinés ou pas avec d'autres concepts comme la capacité d'adaptation ou la stabilité, et puis un pool de travaux qui parle de la résilience, combinée ou pas à la robustesse, à la stabilité, mais aussi à la capacité d'adaptation, à la résistance. Et puis au milieu, il y a le concept de robustesse qui est utilisé de manière isolée. Et pour traduire ces concepts de manière opérationnelle, les études utilisent un certain nombre, là il y en a 9 critères de dynamique, dont vous avez la liste. Donc ils utilisent le niveau, je vais y revenir, de performance, la variabilité de la performance au niveau de ce niveau ou au niveau d'une tendance, la résistance dont on a parlé avant, le temps de récupération dont on a parlé avant, la tendance dont on a parlé avant, l'élasticité, plus un indicateur économique, enfin utilisé par des économistes, pardon, distance à un état stable, qui est aussi plus utilisé dans le champ de l'économie, distance à un seuil, fréquence de dépassement de seuil et probabilité de dépassement de seuil.
Alors, pourquoi j'ai mis niveau avec un point d'interrogation? C'est que par rapport à la distinction que j'ai faite dans ma première diapositive entre durabilité et puis résilience, par exemple, le niveau, c'est plutôt quelque chose qui est utilisé dans les approches multicritères. Et on se rend compte que quand il utilise le niveau, il ne l'utilise jamais seul. Il l'utilise toujours combiné à d'autres indicateurs, comme peut le faire Guillaume dans son approche où il combine le niveau moyen, la tendance et la variabilité autour de la tendance. Ce que j'essaye de dire là, c'est que le niveau est une variable qui va être utilisée pour interpréter la variabilité ou les autres critères de dynamique qui sont utilisés par les études. Ça se comprend facilement. C'est-à-dire, si on parle que du niveau, ben, on n'est pas vraiment en train de parler de dynamique de performance, niveau moyen. Par contre, si on parle de variabilité, de résistance, ainsi de suite, il est toujours intéressant de savoir à quel niveau on est quand on s'exprime sur cette variabilité. Ce n'est pas la même chose de dire qu'il y a une forte variabilité sur un haut niveau de performance qu'une forte variabilité sur un bas niveau de performance. Et puis, deuxième chose, c'est qu'on voit que les approches multicritères sont réalisées dans 53% des études, c'est-à-dire dans plus de la moitié des études, un peu plus de la moitié, et utilisent plusieurs critères de dynamique. Alors, si on regarde le croisement qu'il y a entre les concepts et les critères de dynamique que je viens d'énumérer, donc vous avez les concepts à gauche sur l'axe des Y et puis les critères de dynamique en bas sur l'axe des X, on voit qu'il y a une combinaison assez large de critères et de concepts. Et on voit peu de liens forts entre des critères et des concepts. Alors, qu'est-ce que ça dit, ça? Ben, ça nous dit, si on l'exprime autrement, c'est que quand on part des concepts, on n'a pas une idée précise de la manière dont ils vont être traduits d'un point de vue opérationnel. Et qu'un même critère peut être utilisé pour opérationnaliser différents concepts. Alors, si on le dit autrement, ça veut dire aussi que si on s'intéresse par exemple à des travaux qui regarderaient des fréquences de passage sur un seuil ou la variabilité ou les tendances, ben on est obligé d'aller taper dans toutes les communautés qui mobilisent les concepts VRR. Et on ne peut pas regarder que les papiers de vulnérabilité ou que les papiers de résilience ou que les papiers qui traitent de robustesse. Et donc, on a besoin, comme on l'a fait nous, et c'était notre hypothèse, d'appréhender l'ensemble de ces cadres conceptuels pour pouvoir avoir une idée de la gamme des travaux qui sont conduits actuellement. Alors, pour aller un petit peu plus loin, on a voulu qualifier proprement les différents objets étudiés et la manière de traiter de la dynamique des performances. Et pour ça, on a eu besoin de développer un cadre conceptuel générique, c'est-à-dire qui marche aussi bien quand on traite de résilience, de vulnérabilité ou de robustesse, pour identifier chaque situation étudiée ou individu étudié dans chaque papier. Et donc, on a mobilisé un cadre d'analyse qui est assez classique maintenant, hein, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir dire, répondre à 4 grandes questions au moins. Vulnérabilité, résilience, robustesse de quoi? Donc là, il va falloir expliciter sur le système étudié, aussi bien la nature du système que le niveau d'organisation considéré. VRR à quoi? C'est-à-dire quelles perturbations sont prises en compte, sachant qu'il y a des travaux qui ne spécifient pas les perturbations, à peu près un tiers des travaux de mémoire. VRR de quelle performance? Donc, quelle est la performance? Et on parle, nous, d'attributs de performance pour bien montrer qu'il faut être très précis. Hein, la performance, ça peut être la viabilité économique, mais derrière la viabilité économique, on peut avoir différents attributs, comme la marge brute, la marge semi-nette ou autre EBE ou autre indicateur économique. Donc, de quel attribut de performance il est question? Quels sont le ou les critères de dynamique qui sont mis en œuvre? Et puis, finalement, dans quelle mesure on teste ou pas des facteurs explicatifs de cette VRR. Donc, c'est VRR dû à quoi? Donc, ça veut dire que chaque résultat de chacune des études que l'on a identifiées a été explicité suivant ce schéma. Et donc, on a eu un certain nombre de résultats individuels qui correspondent à une ligne, c'est-à-dire un type de niveau d'organisation, de système agricole, d'attributs de performance, de critères de dynamique et de facteurs explicatifs. Et après, on a pu analyser les travaux finement.
Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça, du point de vue des systèmes étudiés et des facteurs de perturbation? Ben, ça nous dit que les travaux se concentrent sur les cultures et les prairies, 40% et 35%. Sinon, après, on a de la viticulture, de l'arboriculture, du maraîchage. Très majoritairement, les travaux s'intéressent à l'effet du changement climatique. Plus de deux tiers un peu moins de deux tiers, pardon, des travaux. Et par contre, se répartissent suivant trois niveaux d'organisation. Il y a à peu près le même niveau de travaux entre l'échelle parcelle, l'échelle exploitation et l'échelle régionale. Donc, c'était peut-être un peu la surprise, c'est que finalement, l'échelle régionale est très représentée. Et à l'échelle régionale, on va avoir des travaux qui traitent de la diversité des exploitations, par exemple, et de l'effet de cette diversité sur un niveau de performance qui peut être la production régionale. Donc, on a vu les systèmes, on a vu les perturbations, on peut se demander quels sont les attributs de performance qui sont étudiés. Et là, sans surprise, les deux grands attributs de performance sont les plus étudiés, c'est le rendement, très loin devant, 72% des études. Et puis après, c'est un indicateur économique, d'Economic Net Return, à hauteur de 16%. Il y a par contre très peu d'approches multiperformances. Autant du point de vue de la durabilité, les approches multicritères sont maintenant très largement diffusées, autant sur les travaux d'analyse de la dynamique, ça reste encore anecdotique. Ça veut dire que dans la plupart des travaux, ils prennent un attribut de performance unique et regardent sa dynamique. Il n'y a pas d'approche, il n'y a pas beaucoup d'approches qui traitent de la multifonctionnalité de l'agriculture quand on s'intéresse à la dynamique. Et donc, vous voyez qu'à côté, il peut y avoir des choses autour de l'autonomie fourragère qui vous intéressent plus particulièrement, des choses par rapport à l'indépendance aux aides de la PAC, ou encore à la satisfaction des exploitants agricoles par rapport à leurs objectifs de résilience, vulnérabilité ou robustesse. Et puis, dernière composante de notre cadre d'analyse pour qualifier les travaux, c'est les facteurs explicatifs qui sont testés. Donc, on les a classés en grandes catégories. Vous avez à droite donc les catégories, enfin des analyses qui cherchent à voir dans quelle mesure l'adaptation joue un rôle clé vis-à-vis de la VRR. Alors, vous voyez qu'il y a 6 études qui font ce travail-là, mais finalement, il y a assez peu de résultats. Des travaux qui prennent en compte le contexte biophysique, la combinaison de perturbations ou les états initiaux du sol ou l'état d'invasion de certaines espèces envahissantes, des travaux sur l'échelle de perturbation, des travaux sur les processus écologiques, pollinisation et puis les effets d'interaction écologique, des travaux sur les facteurs explicatifs sur les caractéristiques économiques du système étudié, par exemple la taille économique des exploitations, ou le capital, donc là on parle de ressources, enfin de stock, pardon, les travaux sur le contexte institutionnel, les travaux sur les pratiques, alors en quoi les pratiques agricoles déterminent la VRR, et vous voyez qu'il y en a beaucoup, et puis les travaux sur les effets de la structure du système. Et dans la structure du système, on va retrouver beaucoup d'effets qui sont relatifs à une certaine diversité, alors comme la diversité taxonomique ou la diversité dans les rotations ou une typologie de système agricole ou la diversité des réponses, la diversité fonctionnelle. Voilà, beaucoup de travaux sur ces questions de structure et d'effet de la structure. Alors du coup, nous, on s'est concentré sur les travaux les plus importants, c'est-à-dire on a essayé de voir quelles connaissances on avait sur les effets de l'intensification et de la diversité sur les VRR. Alors, pourquoi on a fait ce choix? C'est que pour pouvoir monter en généralité, il nous faut suffisamment de travaux. Et puis, pour pouvoir monter en généralité, il faut le faire pour des études qui sont comparables. Et donc, on a fait ce travail de montée en généralité sur les travaux qui traitent de la diversité et de l'intensification sous perturbation climatique. Sinon, après, on était sur des études qui étaient trop dispersées en termes de perturbations étudiées. Alors, pourquoi s'intéresser à la diversité et à l'intensification? Parce que la diversité, vous l'avez vu, elle est dans toutes les propriétés, elle est dans tous les cadres qui proposent des propriétés de VRR. Elle revient systématiquement avec un certain nombre d'hypothèses sur le pourquoi ça apporte de la résilience. Il y a la théorie du sampling effect, la théorie relative à la complémentarité, à la redondance, à la synergie qu'il peut y avoir entre les
les entités du système, et entre autres, par exemple, entre les espèces végétales ou animales. Et puis, la théorie sur la diversité des réponses qui apporterait une résilience à l'échelle du système où il y a cette diversité de réponses, par exemple une région ou au sein d'une exploitation. Et puis, bien sûr, l'intensification, hein, c'est la possibilité d'activer des leviers de réaction aux perturbations. On pense tout particulièrement à l'irrigation quand on s'intéresse aux perturbations climatiques. Alors, donc on a, pour chacune des études concernées, compté dans quel sens le facteur étudié permet, dans quel sens, si le facteur étudié permet d'avoir un effet positif ou négatif sur la VRR, quel que soit le cadre conceptuel utilisé et quel que soit le critère de dynamique utilisé. Sinon, on avait vraiment une trop grande dispersion des études et on ne pouvait pas monter en généralité et en généricité. Donc, vous avez là le résultat, à gauche pour les prairies, à droite pour les cultures. Donc, ce que l'on teste ici, c'est l'effet de la diversité taxonomique. En vert foncé, quand il y a des effets statistiquement significatifs. En vert clair, quand il y a des effets, mais qui n'ont pas été testés statistiquement. En bleu-gris, quand il n'y a pas d'effet. Et puis en rouge clair, des effets négatifs non statistiquement significatifs. Et puis des effets négatifs statistiquement significatifs. Donc, ce qu'on voit, c'est que pour les prairies, il y a un signal qui n'est pas clair et pas net sur l'effet de la diversité vis-à-vis de la VRR et que ce signal est beaucoup plus clair et plus net pour les cultures, même s'il y a quand même une variabilité des effets. Alors, quand je dis que le signal n'est pas clair, il est clair sur les niveaux de performance. C'est-à-dire qu'on voit que la diversité permet, en règle générale, d'améliorer le niveau de performance. Par contre, cette diversité ne permet pas obligatoirement d'améliorer la dynamique de cette performance. Regardez sous l'angle des critères de dynamique dont j'ai parlé avant. Et l'effet est plus systématiquement positif pour les cultures, mais vraiment pas clair pour les prairies. Et puis ce qu'on peut voir et qui ressort de ces différents travaux, et que les économistes avaient déjà pointé depuis longtemps, c'est qu'il y a un fort effet composition. C'est-à-dire que ce n'est pas tant la diversité qui va déterminer la VRR, c'est plutôt la nature des entités combinées. Par exemple, des espèces dans une prairie, des espèces dans une rotation. Et donc, tout un tas de travaux qui vont montrer l'importance de considérer les caractéristiques fonctionnelles, comme par exemple la complémentarité de niches de sol occupées par les espèces quand on s'intéresse à la résilience des prairies face au changement climatique. Et puis, autre point qui est clarifié dans certaines études, c'est que la durée de la fenêtre d'observation, donc la durée d'analyse de cette fameuse VRR, va jouer un rôle important et on peut considérer, avoir un résultat qui va dans un certain sens quand on regarde à court terme et puis un résultat qui va dans l'autre sens quand on regarde à moyen ou long terme. Et puis aussi, ce qui est assez marquant, et moi ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a des travaux qui font l'hypothèse que la complémentarité de niche n'est pas toujours un atout pour être résilient. Et donc là, c'est les travaux sur les prairies, par exemple, où dans certains cas, ils font l'hypothèse que parce qu'il y a une très bonne complémentarité de niche et une très bonne exploration de l'ensemble du profil de sol, du coup, il y a un assèchement de la ressource en eau par cette combinaison d'espèces et qui, autant dans un premier temps est un atout, c'est-à-dire qu'il y a bien de l'eau pour tout le monde, autant dans un deuxième temps est une faiblesse parce qu'on a complètement vidé le profil de sol. Donc, quand on regarde l'effet de l'intensification, donc toujours avec la même logique, on voit que le signal n'est pas clair non plus. Alors, bien sûr, quand on intensifie, on augmente le niveau de production, mais pour ce qui est de la dynamique des performances, on voit qu'on va dans un sens ou dans un autre. Il y a plusieurs travaux qui montrent des effets de seuil, c'est-à-dire qu'on va avoir une augmentation de la VRR jusqu'à un certain seuil, et puis après, la relation s'inverse, c'est-à-dire qu'on continue à intensifier, et là, par contre, on dégrade la VRR, et ça peut être lié à plusieurs choses. Ça peut être lié au fait qu'on dépasse un seuil d'adéquation entre production et contexte de production,
ou qu'on dépasse un seuil d'adéquation entre production et ressources pour cette production. Et là, on pense aux ressources en eau. C'est-à-dire, par exemple, on va pouvoir être plus résilient parce qu'on va augmenter l'irrigation jusqu'à un certain seuil où, finalement, l'eau n'est plus disponible pour irriguer et où, du coup, une augmentation ne va pas être liée à une meilleure VRR. Alors, j'en arrive aux conclusions. Donc, quand on regarde un peu ces différents travaux, quelles limites on peut identifier? Vous l'avez vu, et je l'ai dit avant, il y a peu de relations spécifiques entre critères et cadres conceptuels. Ça veut dire que si on veut se positionner dans le champ des différents travaux qui opérationnalisent l'analyse de la dynamique des performances des systèmes agricoles, il faut se référer à l'ensemble de cette littérature. Il y a peu d'approches sur la multifonctionnalité et pourtant, elle est tout aussi importante quand on regarde la dynamique que quand on regarde les niveaux moyens. Il y a peu d'attributs de performance écologiques et sociaux ou de performance sociale. Et ça, c'est quand même un gros problème parce qu'à l'heure où on parle des services écosystémiques et on parle de plus en plus de la résilience des services écosystémiques, on voit qu'en fait, on a vraiment très, très peu de travaux sur ces questions-là. Et puis, la capacité d'adaptation qui est au cœur des différents cadres conceptuels, elle est peu étudiée aussi parce qu'elle est plus difficile à capturer quand on veut la caractériser et la manipuler comme déterminant de la VRR. Il y a une combinaison de performance et de critères de dynamique qui n'est pas toujours justifiée. C'est-à-dire que pour certains auteurs, quand ils vont regarder le rendement, ils vont prendre tel et tel critère de dynamique, puis l'autre vont en prendre d'autres, alors qu'il y a plusieurs auteurs qui pointent la nécessité d'utiliser de manière cohérente certains critères quand on regarde certaines dynamiques, et puis d'autres auteurs pointent l'idée aussi que cette notion de critères de dynamique et puis d'attributs de performance, ce n'est pas seulement aux scientifiques de les identifier, mais c'est aussi possiblement aux acteurs concernés, de manière à éviter une approche normative de la résilience. Et donc, s'ouvre alors la question de résilience to whom, c'est-à-dire pour qui est concerné par cette résilience et du coup, qui définit les attributs de performance et la manière d'analyser la dynamique de ces attributs. Alors, il y a peu de travaux qui, finalement, regardent dans quelle mesure les fameuses propriétés prédéfinies dans les approches, à dire d'experts, le premier type que j'ai présenté tout à l'heure, sont confortées ou pas par les travaux qui analysent la dynamique d'un point de vue quantitatif. Et si vous regardez nos travaux, nous, on ne conforte pas complètement, voire pas vraiment, voire pas du tout le fait que la diversité est un critère qui permet d'identifier a priori dans quelle mesure on est moins vulnérable ou plus résilient. De forts effets de composition, je l'ai dit, mais peu d'approches adaptées pour capturer ces effets de composition, entre autres d'approches fonctionnelles. Il y a très très peu de travaux qui mettent en œuvre une approche fonctionnelle pour qualifier la diversité. Or, on voit bien que ça serait une manière d'aller plus loin que de constater ça marche pas quand on approche la diversité sous l'angle taxonomique, par exemple. Et puis, pour un agronome, quand on regarde ces travaux, on est très souvent frustré parce que finalement, la description un peu précise des pratiques agricoles, des contextes pédoclimatiques et des ressources locales, par exemple en eau, n'est pas toujours réalisée. Et du coup, on ne sait pas toujours ce qu'on est en train de comparer. Et bien sûr, si on n'a pas ces éléments de comparaison, on peut être en train de comparer des choux et des carottes et très mal interpréter les relations qu'il pourrait y avoir entre déterminants et VRR. Alors, c'est des études sur la dynamique, mais elles ne prennent pas toujours en compte tous les aspects dynamiques qui pourraient influencer la VRR. Par exemple, on n'a trouvé qu'une seule étude qui s'intéresse à la fréquence des aléas. Et pourtant, cette étude montre que cette fréquence détermine bien sûr le niveau de vulnérabilité et de résilience, mais elle détermine aussi les relations qu'il y a entre des déterminants et la résilience. Et là, plus particulièrement, le travail d'Isbell remarquable qui a montré qu'il y a un effet positif de la diversité en termes de résilience face à des aléas fréquents. Et cet effet il est d'autant plus important que la fréquence des aléas est importante. L'autre chose, c'est que quand on utilise des intrants, donc quand on intensifie le système, on peut avoir un effet positif dans un premier temps, à court terme, mais on peut aussi avoir des effets négatifs de l'utilisation de ces intrants sur, par exemple, les services écosystémiques, le capital naturel qui détermine ces services écosystémiques ou les ressources locales.
et donc d'être plus vulnérable à moyen terme ou long terme. Donc, il y a plusieurs auteurs qui utilisent la notion de coercitive resilience pour pointer cette idée que à court terme, on est peut-être plus résilient, mais à long terme, si ça se trouve, on est en train de dégrader les capacités du système et donc on se retrouverait plus vulnérable. Et d'où le besoin, ce qui est pour ainsi dire presque jamais fait, d'avoir des analyses de court terme et de long terme pour mieux prendre en compte ces temps de réponse longs que peuvent avoir certaines pratiques agricoles sur le fonctionnement de systèmes. Et puis, je finirai par cette dernière diapo, donc contrainte à lever. Quand on analyse la dynamique et qu'on veut mettre en œuvre une approche d'analyse quantitative, on va avoir besoin de jeux de données sur plusieurs années. Donc ça, déjà en soi, c'est une contrainte, hein, vous le savez tous. Mais en plus, il faut essayer d'avoir des gros jeux de données parce qu'on est vraiment dans des effets multifactoriels. Et nous, on a travaillé, par exemple, sur un jeu de données de 32 agroécosystèmes. Et on sent bien qu'il nous faudrait plutôt des puissances du type 100 ou 200 systèmes pour pouvoir mieux commencer à exprimer des relations un peu solides entre des déterminants et la VRR. Alors, des jeux de données sur plusieurs années, il y a deux grandes manières de l'obtenir. Soit on fait des observations, et bien sûr, du coup, c'est coûteux, il faut des dispositifs de long terme, et on sait que ce n'est pas du tout évident, ou des approches par modélisation qui se mettent en œuvre de plus en plus et que nous, on met en œuvre avec la plateforme Aelia. Et entre autres, on a des travaux en cours là qu'on va soumettre très bientôt où on analyse la résilience à la fois d'impact, de services écosystémiques, de performance sociale et de performance économique pour montrer en quoi la modélisation permettrait de dépasser certaines limites que j'ai discutées avant. Les travaux que je vous ai présentés et qu'on a reviewés sont tous des travaux que l'on pourrait qualifier comme analysant la variabilité. Il n'y a pas dans ces travaux-là des analyses de trajectoire au sens des analyses longitudinales de trajectoire. Et pourtant, on pense avec Manon que ça serait quelque chose d'assez novateur. Et je sais que par exemple, l'Institut de l'élevage, alors j'ai plus exactement le nom ni le contexte, mais je pourrais retrouver, avait commencé à mettre en œuvre des analyses longitudinales de manière à plus parler de trajectoire que de variabilité de performance. Et je pense qu'on pourra dire plus de choses sur le comportement dynamique des performances des systèmes agricoles avec ce type d'analyse. Et puis enfin, dans tous ces travaux, finalement, au mieux, on identifie les déterminants, mais on n'explicite pas les mécanismes qui sont à l'origine de la VRR. Et pourtant, si on veut essayer d'avoir un discours sur comment construire des systèmes plus résilients ou moins vulnérables, il serait bon d'avancer sur ces questions-là. Et du coup, on a là aussi des méthodes qui seraient bon de développer, comme les approches fonctionnelles pour tout ce qui est végétation ou écosystème en général, ou des pass analyses sur des systèmes type agroécosystème ou socio-écosystème. Merci de votre attention et n'hésitez pas à reprendre contact avec nous. Bonjour Olivier, c'est Olivier Godino. Salut Olivier. Merci pour ta présentation très intéressante que je n'avais jamais vue encore, même si j'avais vu passer ces papiers. Moi j'ai une question qui est en relation avec un projet que je vais présenter juste après, mais je ne sais pas si tu pourras rester. Je vais rester avec vous la matinée, oui. Ok. En fait, c'est une question qu'on s'est posée en discutant avec des éleveurs du CEDAPA, donc des systèmes herbagers économes en intrants, là. Et en fait, eux, ils disent, pour être résilient, il faut être sous-optimal. Et il y a derrière des notions que tu reprenais de, il faut plus de stock, il faut plus de surface fourragère, il faut éventuellement plus de trésorerie. Enfin, il y a différents moyens de constituer des stocks, entre guillemets, qui permettent de voir venir un mauvais coup. Et dans nos indicateurs, en fait, les gens qui ont ces stratégies-là, ils sont pénalisés. Enfin, quand on les compare les uns avec les autres, on se dit bon, celui-là, il est meilleur que l'autre, quoi. Parce que ils optimisent moins bien les surfaces fourragères, ils chargent pas au max leurs prairies et ils ont des surstocks dans tous les sens pour les mauvaises années. Donc, est-ce que tu as des idées de comment mieux prendre ça en compte? Comment considérer ça dans une étude de la résilience? J'entends bien qu'on puisse se dire, l'année N,
ouais, ils sont moins performants, mais par contre, l'année N+1, où il va y avoir une grosse sécheresse, ils seront peut-être plus performants. Donc, est-ce que tu as réfléchi à ça? Comment prendre en compte cette sous-optimalité? Parce qu'on est toujours un peu, on a toujours un peu tendance à se dire, bon, bah, plus on est proche de l'optimum, mieux c'est. Ouais, bah c'est un peu l'exemple que je donnais sur la complémentarité de niche, là. C'est-à-dire que la complémentarité de niche, finalement, si tu la regardes sur un temps où il y a l'exploitation de la ressource en eau, tu te dis, ah, bah là, on optimise l'exploitation de la ressource en eau, c'est parfait. Sauf qu'on a tellement optimisé les choses que bah, on a prélevé toute l'eau disponible et que du coup, pour le pas de temps d'après, cette optimisation fait que bah, tu n'as plus de stock, tu n'as plus de ressources, tu n'as plus de marge de manœuvre. Ce que je peux dire, c'est que ce dont tu parles là, c'est un peu étudié par les économistes, mais c'est pour ainsi dire pas pris en compte dans les travaux d'agronomie, sciences de la nature et autres. Je pense qu'effectivement, l'optimisation à court terme, qui est finalement assez bien traduite par les approches de durabilité avec des indicateurs. Quand tu vas faire regarder un indicateur classique, tu vas pouvoir dire bah, ce système-là, il est bien optimisé, donc il est possiblement plus durable parce qu'il a une plus grande efficience économique. Voilà. Ces résultats ils peuvent être vraiment challengés sur l'analyse de la dynamique et effectivement sur aussi des questions de franchissement de seuil, par exemple, typiquement. C'est-à-dire si tu considères que quand tu passes sous un certain seuil, certaines années, tu remets en cause la viabilité du système, tu vas pouvoir à ce moment-là montrer que des systèmes qui sont suboptimaux pour des conditions moyennes sont plutôt des systèmes qui ont une viabilité plus importante parce que les années où ça passe pas, eux, ils la passent mieux. Et puis autre chose, alors j'ai hésité à vous parler de ça, mais je me suis dit que ça ne rentrerait pas, c'est qu'il y a tout un débat actuellement qu'on a commencé à creuser avec Manon sur est-ce que les niveaux de production les plus bas, comme on peut avoir dans des systèmes en biologiques, permettent une plus grande résilience ou pas que les niveaux de production plus élevés, comme tu peux avoir dans des systèmes conventionnels ou très intensifs. Et en fait, c'est très compliqué de conclure. C'est-à-dire que moi, j'avais un cadre conceptuel d'agronome, alors je ne l'ai pas mis là, et puis ça prendrait du temps de vous le présenter, mais qui me laisse dire qu'a priori, plus tu intensifies le système, plus pour une variabilité importante, tu vas toucher les limites du système et donc tu serais moins résilient. Et donc, si je le dis autrement, moins tu as un niveau de production élevé, moins tu as besoin d'eau et moins tu as besoin d'azote, et moins tu vas être en rupture face à une diminution de la disponibilité en eau ou en azote, si je le dis simplement. Mais ceci dit, quand on regarde les données, ce n'est pas si clair. Et il y a il y a un collègue allemand là qui a fait toute une théorie sur en quoi il faut faire très attention quand on compare des niveaux de rendement et utiliser des théories mathématiques et statistiques adaptées. C'est pas si évident que ça. Et donc ce que j'essaye de dire là, j'essaye d'élargir un peu le discours par rapport à ta question, c'est que il faudrait justement qu'il y ait des travaux un peu sur une série temporelle un peu importante, 5 ans minimum, 10, 15 ans, 20 ans, ça serait mieux. Mais finalement, ces systèmes suboptimaux, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas chercher ni la performance maximale, ni l'optimisation des ressources par rapport à la production, sont vraiment plus résilients dans un monde de plus en plus variable. Et merci. Moi, j'ai plein de questions, mais on n'a pas le temps. Luc Delabide, Radren. Désolé. Ouais, la première que me soulève ta présentation, c'est le fait que, plutôt un constat, le fonctionnement sur projet, et notamment projet à court terme, est complètement antinomique de l'approche dont tu parles. Alors ça, j'en suis extrêmement convaincu. Ça m'inquiète beaucoup parce qu'on va pouvoir tourner en rond pendant de très nombreuses années en reproposant des projets à 2 ans et à 3 ans pour évaluer l'impact en termes des mots-clés que tu as évoqués, dont VRR. Ouais. Alors moi, je vous donne un conseil que j'applique tous les jours, c'est ayez une trajectoire et trouvez des financements pour votre trajectoire. Ouais, mais et quand tu as dit ça, tu n'as pas forcément des récepteurs.
Il y a quand même beaucoup de comptoirs. Il faut qu'on renverse la vapeur. Il ne faut plus qu'on soit piloté par les projets. Il faut qu'on ait une trajectoire de recherche et qu'on trouve de l'argent. Alors, je ne dis pas que c'est simple, hein, mais sur ta remarque, je suis complètement convaincu. Je suis complètement d'accord avec toi. Je veux dire, ça va encore confirmer s'il en était besoin, ce côté un peu stérile des projets, notamment parce qu'ils sont toujours à court terme et qui nécessitent des réponses avant qu'ils soient commencés. Si on ferme la parenthèse, l'autre élément intéressant, c'est que plus ça va, plus on a du mal à montrer que diversité est source de résilience, robustesse, vulnérabilité, empathie et pata. C'est le même débat en production animale autour de spécialisation et diversification. Je trouve ça plutôt intéressant et tu as au moins l'honnêteté, contrairement à d'autres, que de le reconnaître. Et je m'interrogeais sur le fait que finalement, l'utilisation des intrants et quelque part l'artificialisation du milieu que ça provoque, est-ce que c'est pas aussi une source de résilience, de robustesse, de vulnérabilité, oui, c'est bon, de résilience, de robustesse, et ça m'a fait penser aux fameuses méga-bassines et à l'irrigation à tout va, qui fait que, tu sais que hier, il y avait un article dans le journal qui montre que la Bretagne est très en retard en matière d'irrigation et qu'il est urgent qu'on s'y mette parce qu'on irrigue beaucoup moins qu'en Aquitaine. Ce qui est quand même assez paradoxal quand même, tu vois. Ce à quoi on arrive. Ouais, c'est paradoxal qu'on écrive des choses comme ça, parce que là où il pleut plus, c'est normal qu'on ait moins développé d'irrigation que là où il pleut. Mais il n'empêche que c'est comme ça. Et ça date, c'est pas vieux, ça date d'hier. Et notamment, on irrigue moins qu'en Aquitaine, donc il est grand temps de rattraper notre retard. On est bien parti. C'est énorme. Donc, mais si tu veux, tout ce que tu as présenté là, mais c'est pour ça que… laisse la porte ouverte à ce genre de remarques. C'est ça que je voulais dire. Oui, d'accord. Mais c'est pour ça qu'il faut distinguer le discours idéologique politique et la science. Qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on est capable de dire. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur cette notion que je trouve assez intéressante, même si elle reste encore à consolider, de résilience coercitive, là. C'est-à-dire que oui, il n'y a pas de doute pour moi que si tu as de l'irrigation et que tu as une bonne disponibilité en eau, tu vas être plus résilient que celui qui n'a pas d'irrigation face à une demande en eau de la plante, toute chose égale par ailleurs, qui va dépasser les capacités du sol et du climat. Donc oui, pas de problème, mais je trouve que les bassines, c'est un super bon exemple. Donc tu es super résilient, imaginons, parce que tu mets ta bassine. Ça marche tant que tu sais remplir la bassine. Et vous savez qu'actuellement, les grandes discussions, c'est est-ce qu'on va pouvoir les remplir et est-ce qu'elles vont être pleines? Et donc, si tu penses ton système de production sur la base de la bassine est pleine et que 2 années sur 10, puis 4 sur 10, puis 6 sur 10, elle est vide, ben, en fait, ton système est beaucoup moins résilient parce que en plus, tu as des charges économiques liées à tout ça. Ton système est organisé pour ça. Donc, oui, dans un premier temps, à court terme, tu veux être plus résilient, mais peut-être c'est ce qui va te mettre dans une situation d'extrême vulnérabilité 10 ans après. Et sur l'intensification des autres intrants, hein, là aussi, j'aurais pu vous faire une présentation où je parle de niveau de service écosystémique et capital naturel. On montre que dans certaines exploitations, tu as un bon niveau de service et une augmentation, une conservation du capital naturel. Et puis dans d'autres exploitations, tu as un bon niveau de service, mais tu es en train de décapitaliser ton capital naturel. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que pour le moment, tu dis tout va bien dans l'exploitation, mais qu'à 10 ans, ça va plutôt s'effondrer. Donc, on revient sur cette idée que si on veut vraiment parler de résilience et de vulnérabilité, ben, il faudrait regarder, pourquoi pas, des fenêtres temporelles de court terme, mais aussi des fenêtres temporelles de moyen terme et se poser des questions sur est-ce que tes facteurs de résilience actuels qui ont un effet positif ne sont pas des risques importants dans un contexte changeant, voire est-ce que tu n'es pas en train de consommer le capital naturel qui te permet d'être résilient actuellement, mais qui fera que tu ne le seras pas demain. Ça, c'est une question que je pose sur… C'est plus compliqué comme discours que de dire la diversité, ça permet d'être résilient, ça c'est sûr. Par contre, ce que tu évoques là, c'est une question que moi je me pose depuis longtemps sur la bio. Ah ben mais oui, le phosphore dans la bio. Par exemple, ouais, je pensais à ça entre autres, ouais. Mais même la matière organique. Oui, bien sûr. Bien sûr, matière organique, oui, bien sûr. Ben, c'est exactement ça. Hein. La bio, dans une certaine mesure, fonctionne sur des capitaux qui ont été construits avec des systèmes conventionnels. Mais ça veut dire que globalement, ce que tu dis là, c'est que
la résilience, la robustesse dépendent d'abord et avant tout de la capacité d'adaptation. Oui, ou de alors on pourrait le dire autrement, de la capacité d'anticipation. Alors, qui va avec. Ouais. Et il y a un cadre conceptuel que je n'ai pas présenté parce que je le maîtrise moins, mais de plus en plus dans le Stockholm Resilience Center, il conceptualise la résilience comme la capacité à conserver une diversité de voies possibles. Donc, prenons l'exemple des bassines. Une fois que tu es lancé dans le système bassine, tu t'es sacrément enfermé du point de vue des investissements. Donc, tu as une très forte passe dépendance. Et pour eux, ça, ce n'est pas des systèmes résilients. Pour eux, des systèmes résilients, c'est des systèmes qui sont capables de se transformer, de s'adapter. Donc, qui gardent un champ des possibles en termes de structure, de fonctionnement important. Et si tu regardes la résilience sous cet angle-là, ça révise beaucoup la manière dont tu vas visualiser les systèmes résilients. Ça renvoie aussi à la notion de dépendance. Voilà. Là, ton histoire des bassines, c'est une dépendance à l'eau. C'est une dépendance à l'eau, les investissements. Qui devient importante. Quoi. Tu renforces ta dépendance à l'eau. Tant que tu en as, ça roule. Ouais. Ouais. J'ai une question sur les fourrages, justement, là, pour pousser un peu le sujet et rentrer un peu plus dans l'élevage laitier par rapport à la revue de littérature qui a eu lieu, enfin, qui a été faite, là, qui était très intéressante sur les données et la fiabilité des données qu'on a en fourrage. Enfin, on est quand même confronté tous à ce problème-là. Les fourrages ne sont pas aussi bien quantifiés que les cultures en grains vendus, avec un taux d'humidité, un taux de protéines qu'on connaît très bien, et puis un rendement à l'hectare qu'on connaît très bien aussi. En fourrage, on a peu de choses, même à l'Institut de l'élevage, on a la capacité de faire des suivis de fermes de référence dans le long terme. On se rend compte que finalement, sur les données en fourrage, dans ces suivis de long terme, on est assez pauvre. Il y a beaucoup d'aberrations et on a peu de choses pour valoriser. Enfin, il faudrait peut-être qu'on s'y penche un peu plus et qu'on se donne les moyens de le faire. Mais en économique, on a pu faire des études intéressantes, mais sur les fourrages, c'est complexe, quoi. Et donc, est-ce qu'il y a des articles qui ont réussi à faire ce travail de long terme sur des échantillons assez conséquents et assez fins sur les différents types de fourrage, les différents types de prairies, et où ça, et qu'est-ce qu'il en est de ces travaux-là? Alors oui, tu as des travaux en oui, ben, tu as des travaux de Tillman aux États-Unis, puis les travaux des Allemands qui sont très connus, où ils ont. Mais c'est des unités expérimentales. Dans certains cas, tu as 1 m² pour une prairie, et puis tu as plein de types de mélanges, et puis ils ont conservé ça sur le long terme, et ils regardent la variabilité des productions, par exemple, puisqu'ils s'intéressent beaucoup à la production de biomasse. En système prairie, vraiment, c'est-à-dire des prairies dans des systèmes d'élevage avec des suivis, je n'ai pas de travaux en tête qui résolvent le problème qui auraient traité le problème de l'estimation de la productivité et puis de la qualité de la production. C'est sûrement une difficulté. Moi, étant donné la difficulté que l'on a à avoir des réseaux stabilisés dans lesquels on a des données de qualité, et ça sur le long terme avec des panels qui ne sont pas trop variables d'une année sur l'autre, je ne dis pas qu'il faut abandonner cette idée, au contraire. Je pense qu'il faut vraiment la travailler, essayer de consolider, ainsi de suite. Mais la modélisation pourrait être aussi une voie pour aider à réfléchir sur ces déterminants et sur les facteurs de variabilité, même si elle ne résout pas tout. Et surtout, j'ai quand même l'impression que l'un peut alimenter l'autre. Alors bien sûr, les données observées permettent de valider nos modèles, calibrer nos modèles et ainsi de suite, puis construire les connaissances nécessaires au développement de nos modèles. Mais les modèles pourraient aussi possiblement être utilisés pour piloter les dispositifs d'observation. C'est-à-dire qu'à partir d'hypothèses que tu aurais émises sur les modèles, tu te dirais, tiens, je veux tester dans quelle mesure c'est bien comme ça que ça fonctionne, ou il me manque ces connaissances-là pour faire le pas d'après. Et donc, les modèles pourraient être associés à la réflexion qu'on a sur les dispositifs d'observation. Et ça, on ne le fait pas suffisamment, en fait. Moi, j'ai fait pas mal de travaux en modélisation et dans différents domaines. Et quand on fait des revues de littérature, en fait, on se rend compte que ce n'est pas les mêmes qui font les dispositifs expérimentaux que ceux qui font les modèles, grosso modo.
et que les liens entre les deux communautés sont faibles. Or, pourtant, elles ont vraiment vocation à s'alimenter dans les deux sens, pas seulement dans le sens je récupère de la donnée empirique pour construire mes modèles. Voilà ce que je peux répondre là-dessus. Après, dans les revues de littérature là, que je vous ai présentées, si vous allez dans les supplémentaires immatériels, vous avez chaque étude avec les résultats de chaque étude. Et donc, ça peut vous aider. Alors, vous avez les descripteurs, hein, vous allez voir, vous aurez, est-ce que cette étude concerne les prairies à l'échelle de la parcelle? Est-ce qu'elle traite de tels critères de dynamique? Et du coup, ça peut vous orienter pour aller chercher des résultats précis sur un travail sur un type de système particulier. Ok, merci. Et notez que, vous avez vu, hein, entre 2018 et 2020, les travaux ont explosé. Donc, nous, on n'a pas refait ça, bien sûr, depuis 2020, mais il y a sûrement des choses qui sont sorties. Et sur les prairies, ça sort à très haut régime, hein. Mais ce n'est pas complètement convergent. Un complément de réponse là, qui me vient à l'idée maintenant, c'est qu'il y a Wang, en 2019, je crois, qui a fait un travail où, en fait, il fait du space for time, qui est assez classique, hein. Quand tu n'arrives pas à avoir des données temporelles, bah, tu fais l'hypothèse que tu vas pouvoir, en regardant dans l'espace, appréhender une variabilité qui est de l'ordre de celle que tu appréhenderais dans le temps. Et son papier est très intéressant, mais ça ne converge pas du tout avec nos résultats. Alors, on pourrait en discuter du pourquoi, ça nécessiterait un long moment. Les questions de niveau de production, les questions de théorie aussi, des cadres théoriques qui sont utilisés pour analyser les résultats. Mais voilà, donc il y en a qui font du space for time. Mais c'est très, 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 très imparfait. C'est très classique, hein, le space for time. Ok. Il y a d'autres questions, ouais. Sinon, moi, j'en avais une. Ouais. Sur les, t'as dit que voilà, on pouvait avoir des réponses quand même qui étaient différentes suivant l'échelle temporelle que l'on regardait. Et tu as parlé de court terme, de long terme. J'ai l'impression qu'on n'a pas forcément les mêmes échelles en tête. J'ai l'impression que pour toi, le court terme, c'est 1 année, 5 années, et puis le long terme, c'est 20 ans. Est-ce que tu peux préciser ça? Comment tu visualises Alors, un petit peu cette échelle de temps? ouais. Alors, court terme, long terme. Tu as des travaux qui regardent une saison ou une année et qui montrent que si tu regardes l'année quand tu regardes initialement la saison ou 2 ou 3 ans quand tu regardes l'année, tu peux arriver à des conclusions différentes. Donc, tu vois, la notion de court terme, moyen terme, long terme, ça dépend de l'échelle de départ, en fait, quoi. Ouais. Pour nos systèmes agricoles, quand on s'intéresse à des systèmes un peu plus intégrés que la parcelle ou l'entité prairie, on va dire, je pense que le court terme, c'est quelques années, le moyen terme, c'est 10 ans, et le long terme, c'est au moins 20 ans. Voilà, si je devais me positionner. En grande culture, il te faut plusieurs expressions de la rotation et plusieurs combinaisons de l'expression de la rotation, c'est-à-dire des cultures de la rotation et de climat, et d'années climatiques. Donc très vite, tu arrives sur 15-20 ans, en fait. En prairie, je pense qu'il faut au moins 10 ans pour pouvoir asseoir un résultat, sachant que c'est un peu sans fin, c'est-à-dire ce que tu vas dire sur 10 ans pourrait être remis en cause sur 20 ou sur 30. Mais voilà, il faut déjà borner le système. Mais en tout cas, il faut s'interroger sur l'effet du choix de la fenêtre temporelle sur les résultats et en quoi ça conditionne les résultats. Et c'était un peu la discussion qu'on a eue sur les bassines. Les bassines, ok, je pense que ça va marcher quelques années. Ce n'est pas sûr du tout que ça marche à 15-20 ans, quoi. Ok. Donc, tu peux au moins ouvrir la discussion à la fin de ton résultat en disant, bon, OK, on obtient ce résultat sur la fenêtre temporelle étudiée. Quid de sa pérennité sur une fenêtre temporelle plus ouverte, plus grande? Peut-être j'avais encore plus une remarque sur la typologie de performance finalement que les études devraient adresser. Tu as parlé de performance agronomique, écologique, économique, sociale. Pour me lancer un tout petit peu là-dedans, en fait, je trouve que c'est un champ tellement immense que de vouloir adresser tout ça en même temps me paraît un vrai Alors, on le challenge. fait. Ouais, c'est un vrai challenge. On le fait là. On a un papier qu'on a publié dans Agricultural Systems là, où on fait déjà impact
économie et sociale. Et là, on a un papier où on va avoir, alors je ne sais plus combien je crois qu'on a 15 ou 17 indicateurs. Donc, impact, service, performance économique et sociale. Et on a 4 critères de dynamique qui ne sont pas tous allumés pour tous les indicateurs. Et on regarde cette matrice de 15 attributs de performance versus 4 critères de dynamique. Et on essaye de produire une vision intégrée. Et en plus, tu regardes ça en dynamique. Donc, tu vois ce que ça veut dire. Enfin, je veux dire, tu as des critères de dynamique qui te traduisent. Voilà. Donc, le discours est bien plus compliqué à produire déjà et puis à rendre accessible dans un second temps. C'est-à-dire que l'approche multicritère à niveau moyen, il faudrait la mettre en dynamique. Donc déjà, à niveau moyen, on se retrouve vite avec des matrices difficiles ou des diagrammes radar ou des arbres très riches. Alors, si on la met en dynamique avec plusieurs critères de dynamique, ben oui, ça devient compliqué. Et là, il y a des vraies questions que je me pose de plus en plus, mais je ne suis pas du tout un spécialiste sur comment on manipule tout ça, sachant que je suis toujours extrêmement frileux avec les méthodes d'agrégation telles qu'elles sont manipulées actuellement. Moi, j'avais 2 petites questions, s'il y a le temps encore. La première, c'est en fait, je voulais savoir dans les études, parce que tu disais que la diversité au niveau de la prairie, c'était pas forcément ce qui expliquait la résilience. Est-ce que c'était de la diversité intraparcellaire ou c'était de la diversité entre différentes parcelles? Alors, c'est plutôt de la diversité alpha, donc intraparcellaire. La D'accord. majorité des travaux sur la prairie, c'est plutôt de la diversité alpha. La diversité bêta, donc interparcellaire, je ne suis même pas sûr qu'on ait une étude qui le fasse sur les prairies, hein, j'entends. Hein. Après, en grande culture, tu as beaucoup de travaux, entre autres conduits par Patrick Retzma à Wageningen University. Mais en prairie, il n'y a rien qui me vient, si ce n'est le Space for Time de Wang, là, Ouais. qui n'a pas la posture que tu introduis, si je comprends bien, dans ta question. Ouais, parce Voilà. que pour moi, les deux sont importantes, peuvent avoir du coup des. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, non, mais différents. ça, j'en suis convaincu. Oui, oui, oui. Mais si tu veux, en fait, ça dépend. Le problème ou l'atout, j'en sais rien. Mais en tout cas, le problème pour nous, agronomes, c'est que les travaux sur les prairies sont très largement trustés ou conduits par les écologues. Et Ouais. donc, c'est beaucoup des travaux d'écologie sur diversité taxonomique versus productivité vue comme une fonction écologique. Et donc, la question de la production de fourrage liée à de multiples parcelles de prairies dans une exploitation pour répondre aux besoins des animaux et être plus résilient et vulnérable, c'est une question d'agronome, ce n'est pas une question d'écologue. Et donc, beaucoup moins traité que par tous les grands travaux d'écologues sur la prairie, quoi. D'accord. Donc, on a beaucoup de travaux d'écologie sur la prairie. Ouais. Ok. Et encore, je n'ai pas embarqué tous les travaux sur la stabilité, où là, je vous ai renvoyé à Donohue, mais le problème, c'est qu'on a une lecture très écologique. Enfin, le problème. Pour nous, le problème, c'est qu'on a une lecture très écologique. Et ma deuxième question, c'était de savoir, est-ce qu'il y a eu des travaux sur résilience et circularité? J'en ai pas en tête. J'en ai pas qui me viennent comme ça. Parce que, ouais, justement, parler du phosphore, enfin, du problème en agriculture biologique, mais est-ce qu'il n'y a pas eu des. Enfin, est-ce que c'est pas aussi une manière d'atteindre la résilience en essayant de rendre les systèmes plus circulaires? Ouais. Ça mériterait une discussion et de bien poser les hypothèses. En tout cas, on peut y voir quelque chose qui se rapproche de la question d'Olivier tout à l'heure, hein, sur l'effet des stocks et des ressources. Et je ne sais pas si tu connais ce concept, mais moi, c'est un concept que j'utilise beaucoup, qui est les variables à temps de réponse long de Bix. C'est-à-dire que dans la théorie de Bix, les variables à temps de réponse long, comme la matière organique, les stocks de phosphore et ainsi de suite, sont extrêmement déterminants des cycles rapides dans le système. Donc des flux de phosphore annuellement, des flux d'azote annuellement, de la croissance des biomasses, ainsi de suite. Et que donc, si tu pilotes tes variables à temps de réponse long pour avoir un certain niveau de fonctionnement à pas de temps court, bah, tu peux obtenir une résilience que tu n'auras pas si tu ne pilotes que les pas de réponse courts. D'accord. Et si les économistes parleraient de stock, hein, Ouais, ouais. c'est une approche stock flux. Et quand tu parles de stock flux, tu commences à regarder des choses sous l'angle de la circularité.
Donc, il y a des liens à faire entre métabolisme, circularité et puis cette transition à la résilience, mais je ne vois rien qui me vient là. Alors, rien dans les papiers qu'on a reviewés, mais rien non plus dans ce que je consulte régulièrement sur ces questions-là. Oui. Et dernier point, je voulais vous signaler qu'il y a une thèse qui va. Enfin, il y a une offre de thèse sur Oasis pour justement étudier la résilience d'Oasis. Donc voilà, si vous connaissez des Ouais, étudiants j'ai vu que Guillaume qui est sont là. Ouais. intéressés. Très Voilà. bien. Et je pense que c'est un très bel exercice sur un système comme le vôtre. Ouais, il y a beaucoup de choses à réfléchir. Ouais. Ok, merci.